Bonjour, dans le cadre de ces entretiens en vue des élections européennes, je reçois aujourd'hui Samuel Furfari. Samuel Furfari est professeur à Londres à l'École supérieure de commerce de Paris. Il a été pendant 36 ans haut fonctionnaire à la Commission européenne en charge de l'énergie et il est l'auteur de nombreux livres. Je n'en citerai que deux, L'Utopie hydrogène, paru en 2021, et le dernier, qui sera bientôt disponible en français, L'insécurité énergétique, la destruction organisée de la compétitivité européenne. Alors, Samuel Furfari, bonjour. Bonjour. Donc, la législature européenne écoulée s'est traduite par l'adoption du Pacte vert, mieux connu sous le nom de Green Deal, qui a comme objectif la neutralité carbone en 2050. Vous écrivez que c'est une absurdité, mais sauver la planète, comme dirait Greta Thunberg, ce n'est pas une absurdité, mais une question de survie, Samuel Furfari. Oui, on peut discuter sur la pertinence ou non de vouloir décarboner, mais il faut rester les pieds sur terre et regarder la réalité. Depuis la conférence de Rio en juin 1992, lorsque les Nations Unies ont adopté la Convention cadre sur les changements climatiques, les émissions de CO2 ont augmenté de 62%. Grâce à la Covid, parce que sinon ça aurait été 65%. Parce que pendant la Covid, l'économie s'est arrêtée et le CO2 a diminué. Et donc, on peut viser une décarbonation, pourquoi pas. Mais si c'est pour avoir une destruction de notre économie, à quoi cela va-t-il nous servir? Vous savez, si on vit dans un monde propre, mais qu'on est tous au chômage, sans qualité de vie, ben ce n'est plus du développement durable. Le développement durable, c'est trois aspects. Environnement, croissance et qualité de la vie. Oui, mais pourquoi est-ce que vous dites que ça va détruire l'économie? Parce que l'énergie, c'est la vie. Sans énergie, tout devient cher. Et on le voit, hein, vous voyez partout, les prix augmentent, parce que le prix de l'énergie augmente. Il y a de l'énergie dans tout. Et donc, l'économie va souffrir énormément, et souffre déjà. L'industrie chimique allemande, par exemple, est en plein désarroi. Comment vont-ils pouvoir concurrencer les autres industriels qui disposent d'énergie bon marché? Donc le danger est total. Sans énergie bon marché en Europe, nos industries vont fermer et donc nous aurons des graves problèmes économiques. Alors, un des aspects de ce pacte vert, du Green Deal, c'est à partir de 2035, alors 2035 c'est demain, hein, l'interdiction de la commercialisation des voitures à moteur à explosion et donc l'obligation du tout électrique. Et vous dites que c'est en quelque sorte une folie, mais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de raisons, mais essentiellement, il n'y a pas assez d'électricité. Comment allons-nous fournir toute l'électricité nécessaire pour charger toutes ces voitures? Il faudrait accepter de construire des centrales nucléaires. Or ça n'a pas bonne presse pour l'instant à Strasbourg et à Bruxelles. Et donc c'est là la grosse contradiction. On veut tout électrifier, mais après on voudrait que tout soit fait avec des éoliennes. On va sans doute y venir, mais c'est impossible. Deuxièmement, c'est très bien d'avoir une voiture électrique. La voiture en elle-même n'est pas un problème, mais il faut pouvoir la charger. Comment fait-on en ville avec des immeubles à appartements? On voit bien que ce n'est pas possible physiquement. Ensuite, si vous voulez charger les voitures, il faut réouvrir tous les trottoirs de nos villes pour introduire des nouveaux câbles. Des bornes partout, des bornes, des câbles, et le cuivre, ça coûte cher. Donc tout ça va coûter énormément cher pour un bénéfice très minime. Oui, on ne parle jamais, par exemple, de l'aménagement des trottoirs et des rues que cela va impliquer. Moi, je n'ai jamais vu d'article là-dessus, par exemple. Et comment expliquez-vous que le lobby automobile, qui est quand même assez puissant en Europe, soit aujourd'hui finalement moins puissant que le lobby climatique? Et finalement, les constructeurs automobiles n'ont pas beaucoup protesté contre cette interdiction du moteur à explosion. Oui, c'est pas simplement le lobby automobile, ce sont tous les lobbies industriels qui sont tétanisés. Les lobbies, oui, les lobbies industriels ont peur de finir sur les journaux, ont peur, comme leur ombre, de Greenpeace. Les lobbies industriels ont peur
qu'on les critique de ne pas vouloir sauver la planète. Et donc ils se taisent. En fait, c'est le monde à l'envers, quoi. Avant, on accusait les lobbies d'être toxiques et néfastes, mais aujourd'hui, le lobby dominant, c'est le lobby climatique. Il n'y a pas un lobby qui commence pas en disant « nous sommes d'accord avec la Commission européenne ». Et puis derrière, quand ils parlent avec moi, ils se tirent les cheveux en se disant « mais c'est pas possible, on va nous détruire ». Donc il y a une véritable hypocrisie de la part de l'industrie. Alors, bon, donc, un aspect, c'est l'interdiction du moteur à explosion, c'est déjà assez extraordinaire, mais un autre aspect, c'est la directive logement. C'est une directive qui n'a pas encore été adoptée, mais qui est dans le circuit européen, qui va pénaliser les propriétaires qui n'auront pas à rénover leur habitation, et ils ne pourront plus vendre au prix du marché leur logement, ils devront soit subir une décote, soit payer une taxe. Bon, c'est déjà une atteinte aux droits de propriété, mais en plus, d'un point de vue économique, quelles vont être les conséquences de cette directive ? Il se trouve que je suis un des responsables, puisque j'ai développé... Là, on ne va pas vous féliciter. Hein. J'ai développé cette directive il y a de nombreuses années, mais c'était une directive vous savez, d'étiquetage des bâtiments. C'était une directive où on disait, voilà, un bâtiment public doit avoir une étiquette pour montrer son efficacité énergétique, pour stimuler à l'économie d'énergie. Après tout, c'est comme un frigo, vous allez acheter un frigo, ben, vous savez qu'il est efficace ou non en fonction de l'étiquette. C'était encore du bon sens, on le faisait vraiment en disant, ben, ne gaspillons pas l'énergie. Mais maintenant, c'est en effet devenu un problème de contrôle de la vie des gens et des propriétaires en particulier. On rentre dans un autre paradigme. Ce n'est plus l'économie d'énergie, c'est vraiment le contrôle de la vie des gens qui vont devoir payer des choses impossibles. Parce que le problème, c'est qu'il y a 180 millions de logements en Europe. Évidemment, on ne peut pas détruire tous les logements. C'est pas comme un smartphone, on le change après quelques années. Le logement, il est là, on ne le détruit pas. Le taux de remplacement des logements en Europe est de 1% par an. Donc il faut un siècle pour remplacer tous les logements. Donc aujourd'hui, quand on construit un nouveau logement, il est efficace, c'est magnifique, il y a des nouvelles technologies, bravo. Mais aller imposer des modifications des logements existants, c'est impossible parce que c'est hors de prix. La rentabilité n'est pas rencontrée. Oui, d'ailleurs, un des rares députés européens un peu connus qui est actif sur ces questions, c'est le député Bellamy, le député français Bellamy des Républicains. Et je vous suggère d'aller voir ce qu'il dit à ce sujet. Alors, dans votre livre aussi, vous dites que l'Europe n'investit presque plus dans les énergies fossiles. Pour vous, c'est une erreur. Mais bon, les énergies propres, c'est quand même mieux que les énergies fossiles, non ? Ah ben oui, ça serait bien qu'on soit tous en bonne santé et riches, ça serait mieux, n'est-ce pas ? Ben oui. Mais avec l'énergie, c'est pas comme ça. 81% de l'énergie dans le monde sont des énergies fossiles. 81%. 81%. Et les énergies dont tout le monde parle et tout le monde rêve, celles que vous avez dit qu'elles sont sympathiques, n'est-ce pas ? C'est 3%. Alors comment on va faire pour que les 81 deviennent 3 et les 3 deviennent 81 ? Ben, figurez-vous que ça n'a rien à voir avec le changement climatique. On a commencé à viser cela il y a 50 ans, lors du début de la guerre du Kippour, le 6 octobre 1973. 60. Il y a 50 ans que l'on cherche des solutions alternatives. En 50 ans, on a trouvé 3%. Alors maintenant, on va vouloir dire qu'on a une baguette magique pour arriver à 100%, ben c'est de l'utopie. Vous savez, le changement climatique ne change pas l'intelligence des gens. Le changement climatique n'a pas rendu les gens intelligents tout d'un coup. Il y a 50 ans, donc 2 générations qu'on cherche des solutions en matière d'énergie et on n'a rien trouvé. C'est ça, donc vous dites que malgré des investissements de plus d'1 milliard d'euros en 20 ans, on est toujours à 3% au niveau de l'Union européenne, mais seulement 1,4% en France et 1,8% en Belgique. C'est très peu. Et vous écrivez aussi que le solaire et l'éolien, c'est seulement 1/5 des renouvelables. Alors pour moi, c'est nouveau. C'est quoi les autres ? Ben oui, on n'a pas entendu le changement climatique pour développer des énergies renouvelables. Une grosse partie de l'industrialisation de l'Europe s'est faite grâce aux centrales hydroélectriques qu'on a construites partout dans tous les pays européens où il y avait le moyen de le faire. Et ça ce qu'on appelait d'ailleurs la houille blanche,
Ça n'a rien à voir avec le changement climatique. On a développé des énergies renouvelables. Mais la principale énergie renouvelable, c'est là qu'il faut en venir, la principale énergie renouvelable en Europe, avant qu'on ne parle de changement climatique, et aujourd'hui, c'est le bois. En Suède, 51% de l'énergie, c'est du bois. Mais le bois, ça pollue, non? Ben, tout pollue. Moi aussi, quand je vous parle, oui, mais ça pollue CO2. plus que d'autres énergies. C'était vrai, ça polluait parce qu'on brûlait le bois d'une manière rustique. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Les combustions industrielles du bois sont propres. Il y a des filtres, on lave les fumées. Et donc, oui, si vous brûlez du bois de manière rustique, il y a des particules, mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Allez en Suède, vous allez voir les chaufferies bois qu'il y a partout et qui ne polluent pas. Alors, on a tendance un peu à l'oublier aujourd'hui, mais l'Europe, telle que nous la connaissons, s'est construite au départ à partir de l'énergie, avec la CECA et l'Euratom. Et vous dites que la commission actuelle, présidée par Ursula von der Leyen, et avec son vice-président néerlandais Frans Timmermans, ont déclenché une guerre contre les combustibles fossiles et contre l'énergie nucléaire. Vous écrivez également « L'Allemagne a entraîné le reste de l'Union européenne dans le chaos énergétique qu'elle connaît déjà elle-même. Et Ursula von der Leyen a imposé cette stratégie à l'Union européenne. » Alors, qu'en est-il donc du rôle de l'Allemagne dans la politique actuelle et peut-être du rôle personnel de la présidente de la Commission? La Commission européenne a toujours eu un support de l'Allemagne parce que l'Allemagne est un grand pays, une grande économie et qui a toujours joué son rôle. Mais ces dernières années, l'Allemagne s'est convertie totalement à l'Energiewende. C'est devenu une idéologie. Les Allemands sont convaincus qu'il faut passer dans une économie verte. Et comme les Allemands sont puissants à Strasbourg, c'est le pays le plus grand, c'est eux qui ont le plus de députés, comme les Allemands sont puissants aussi à Bruxelles, et comme les Allemands font du bon lobbying, ils ont imposé cette mentalité qui a été véhiculée aussi par tous les partis écologistes et tous les écologistes de tous les partis, pour essayer de développer beaucoup plus cette vision verte de la société. Oui, on est en plein paradoxe. Vous avez rappelé qu'on a un traité nucléaire, le traité Euratom, le traité CECA. Lui, il n'existe plus, mais le traité Euratom existe depuis 1957. Le traité Euratom dit que la Commission doit promouvoir le nucléaire civil. Or, ces dernières années, on n'a plus promu parce que ce n'était pas politiquement correct. Et au contraire, si vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé avec la taxonomie, il y a eu vraiment un coup d'arrêt de la part de la Commission européenne sur le nucléaire. Il a fallu que 11 pays, gentiment, fassent comprendre à la Commission européenne que ça suffisait pour qu'elle revoie sa copie sur la taxonomie. Elle a revu la copie sur la taxonomie. Vous pouvez juste préciser ce qu'est la taxonomie? Oui, c'est un instrument de la Commission européenne qui donne une étiquette à des technologies pour dire vous les banques, vous pouvez financer ça parce que c'est bien. D'accord. Alors, vous parlez quand même de chaos énergétique. C'est pas un peu exagéré? Chaos énergétique? Mais vous n'avez pas vu ce qui s'est passé l'année dernière avec notre situation énergétique? Que les gens étaient obligés de ne plus se chauffer? Bien sûr que c'est un chaos énergétique. Si on n'a pas l'énergie en suffisance, nous allons mourir. On fait peur aux gens qui vont mourir à cause de la chaleur, mais les gens meurent à cause du froid. À cause du froid, oui. C'est évident qu'on meurt à cause du froid. On est plus malade à cause du froid que bien du chaud entendu. aussi. On parle toujours des pics de chaleur et des morts du pic de chaleur, mais quand il y a un pic de froid, il y a aussi beaucoup de morts, bien exactement. davantage. Et donc, c'est un sérieux problème. Bon, dans les pays d'Europe d'ici occidentale, ça va encore. Mais allez demander aux pays baltes qu'est-ce qui se passe en hiver, s'ils n'ont pas de chauffage. Oui. Ou allez demander aux Polonais qu'est-ce qu'ils vont faire sans chauffage. Bien entendu. Et donc, pourquoi je parle de chaos et de responsabilité de l'Allemagne? Parce que notre situation énergétique de l'année dernière, elle est due à l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui s'est mise main et pied dans une vision de développement du gaz russe et d'arrêt du nucléaire. C'est ça. Et donc c'est une véritable double erreur qui a entraîné tous les pays derrière elle, parce que le prix de l'énergie, il doit être à peu près le même dans toute l'Europe,
Et donc, à cause de l'Allemagne, tout le monde a payé cher son énergie. Oui, c'est un chaos énergétique à cause de l'Allemagne, à cause de la volonté de l'Allemagne de supprimer tout sauf l'éolien et le solaire. Donc vous répétez à plusieurs reprises que cette politique va appauvrir considérablement la population européenne. Vous venez encore de nous le démontrer, mais on pourrait, si on voulait un peu être provocateur, vous dire, mais est-ce que ça ne vaut pas le coup d'appauvrir la population européenne pour sauver la planète ? Parce que c'est ça en fait que nous disent tout le lobby écologiste et tous les autres aujourd'hui, il s'agit de sauver la planète et l'espèce humaine. Alors bon... appauvrir, ça vaut peut-être la peine. Mais comme je le disais tout à l'heure, est-ce qu'on prétend que nous, avec 8% des émissions de CO2, nous allons sauver la planète? La Belgique, 0,3%, on va sauver la planète. Et la France, 1%. Nous sommes sérieux là? C'est nous qui allons sauver la planète? Alors j'entends dire souvent qu'on va servir d'exemple. Mais c'est ridicule, c'est exactement le contraire. Nous sommes les idiots utiles parce que tous les autres pays sont en train d'augmenter leurs émissions de CO2. Il y a juste les États-Unis qui, sur 10 ans, depuis Rio, ont baissé de 4%. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont supprimé l'utilisation du charbon tellement ils ont du gaz de schiste bon marché. Gaz de schiste que nous, on n'a pas voulu utiliser. Et donc, à part les États-Unis qui, grâce à leur gaz de schiste, diminuent les émissions de CO2, tous les autres les augmentent. Alors, vouloir dire que c'est nous qui allons montrer l'exemple aux autres, ben ça ne marche pas. C'est la réalité. Rio, c'était en 1992, ça fait 31 ans. On n'a rien fait. En 31 ans, on n'a rien fait. Le monde continue d'augmenter les émissions de CO2. Je me pose la question. Donc, autrement dit, on est en train de se tirer une balle dans le pied, pour résumer. Oui, je me pose la question. Est-ce que les autres ne nous entraînent pas à notre destruction ? Puisque eux continuent comme avant, en nous disant, oui, continuez, c'est bien, montrez-nous l'exemple. Oui, on se tire une balle dans le pied. Mais comment est-ce que vous expliquez que personne ne cherche à arrêter cette dérive? Vous avez mentionné les écologistes, mais finalement, au niveau électoral, dans presque tous les pays européens, les écologistes n'en font pas des scores faramineux. Or, on a l'impression, et au niveau aussi du système européen, ils sont dans l'opposition, puisque l'Europe est dirigée par une coalition dans laquelle les écologistes, les Verts ou les Groen, comme on veut les appeler, ne sont pas. Donc comment expliquer finalement qu'ils aient en quelque sorte contaminé tous les autres partis et toute la société? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des écologistes de tous les partis. Parce que c'est beau, c'est vert, c'est propre. On vend du rêve. Et donc, je m'excuse, vous étiez sénateur, le politicien doit aussi donner de l'espérance, quelque chose de nouveau. Et bien entendu, si on vous dit, vous savez, demain on va continuer avec des centrales nucléaires et continuer avec des centrales thermiques, les gens vont dire, mais qu'est-ce que vous dites là? Tandis que si vous venez vendre des choses sympathiques... Oui, d'accord, Samuel Furfari, mais personne ne dit clairement que ça va appauvrir la population. Si on passait le message que cette transition énergétique appauvrit les citoyens européens, je pense qu'ils réagiraient autrement. Mais c'est pourtant ce qui est en train de se passer. Hein. Quand vous voyez qu'on est en train de détruire l'industrie automobile, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, hein. Si on veut des voitures électriques, elles viendront de Chine, ça sera beaucoup plus facile et moins cher. Et si on veut des produits chimiques, eh ben, ils viendront de Chine. L'année dernière, pour la première fois depuis l'histoire de l'industrie chimique, l'Europe a importé des molécules. Ben oui, c'est ça, la réalité c'est ça. On ne veut pas l'admettre, mais nous sommes en décroissance en Allemagne, en bord de décroissance dans le reste de l'Europe, parce que le prix de l'énergie est devenu onéreux, c'est plus possible de continuer comme ça. Je voudrais rappeler une phrase extraordinaire. Les fondateurs de l'Union européenne, réunis à Messine en juin 1955, lorsqu'ils devaient décider que faire pour l'avenir de l'Europe, ils ont dit, il n'y a pas d'avenir pour la communauté européenne sans énergie abondante et bon marché. Ça reste une réalité. Ça n'avait rien à voir avec l'idéologie de l'époque ou d'aujourd'hui. Sans énergie abondante et bon marché, on va nulle part. Et aujourd'hui, on n'a pas d'énergie abondante et elle n'est pas bon marché. Exactement. Alors, pour conclure cet entretien, Samuel Furfari, les élections européennes, c'est dans quelques mois. Donc, c'est l'occasion unique, il n'y en aura pas d'autre. Hein. Si on loupe cette occasion, 5 ans plus tard, ce sera trop tard, il faut être clair. Alors, pour qui faut-il voter ?
aux élections européennes, et en particulier en Belgique, en France et en Italie, votre pays d'origine? Ben, je crois, je ne vais pas dire pour qui il faut voter parce que ce n'est pas une question de parti. Je crois que c'est une question qu'il faut quand même que les politiciens aient le courage de dire la vérité à la population. C'est là le problème. Vous savez, je parle suffisamment avec des hommes politiques pour savoir qu'ils ne sont pas si naïfs que ça. On sait très bien que ça ne va pas. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a un double discours du politique? Mais non, c'est pas un double discours, c'est la peur. C'est la peur. C'est la peur d'apparaître comme rétrograde, conservateur, de refuser le progrès. Mais je répète, il y a 50 ans qu'on cherche. Il faut admettre la réalité. L'éolien et le solaire en Europe, c'est 3%. Et ça ne sera pas beaucoup plus, parce que c'est tellement d'inconvénients, et vous voyez comme les populations s'opposent. Donc il faut avoir un langage de vérité et d'expliquer qu'on a été trop loin. J'insiste aussi sur un aspect sur lequel on n'a pas parlé. Ça n'a rien à voir avec la pollution. Hein. Ça n'a rien à voir avec la pollution. Il faut lutter contre la pollution, bien entendu. Mais ici, il ne s'agit pas de pollution. Il s'agit de... Est-ce qu'on va avoir de l'énergie bon marché pour maintenir un niveau de vie convenable et créer des emplois en Europe? Et là, les politiciens ont la responsabilité de prendre une position ferme et de ne plus continuer le Green Deal. Bien, ben vous n'avez pas vraiment répondu en termes de parti, mais enfin, voilà, on ne cherchera pas à en savoir plus. Samuel Furfary, donc je rappelle le titre de votre livre, L'insécurité énergétique, qui sera bientôt disponible en français. Merci beaucoup. Merci à vous.